Nous n'allons pas gagner cette guerre d'usure. Nous continuons à nous dire que tout là-bas va s'effondrer. Ce n'est pas arrivé, et ça n'arrivera pas. Pendant ce temps, nos coûts ne cessent d'augmenter. Ces mots ont été prononcés le 21 mai, lors d'une réunion à huis clos d'économistes à la bourse de Moscou. L'orateur était Andrei Klepach. Pendant 12 ans, l'économiste en chef de la Banque publique de développement russe, la VEB, et auparavant vice-ministre du développement économique. En d'autres termes, un homme issu du cœur de l'establishment russe. Des extraits de ses propos ont fuité dans les médias russes à la mi-août. Un jour plus tard, Klepach a perdu son poste. Parmi les raisons qu'il a évoquées pour expliquer l'augmentation des coûts en Russie, il y en avait une en particulier, les frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques et logistiques. Et en effet, alors que la dynamique sur le front ressemble de plus en plus à celle de la Grande Guerre, le centre de gravité stratégique se déplace progressivement loin des tranchées, dans les airs et vers une campagne de frappe à longue portée. L'Ukraine poursuit ses attaques, dégradant progressivement le secteur du carburant et de l'énergie de la Russie. Au cours des 2 derniers mois, elle a également ajouté une nouvelle catégorie de cibles, les entrepôts de Wildberries, la réponse de la Russie à Amazon. La Russie, de son côté, renforce ses défenses, en particulier l'anneau de protection autour de Moscou, tout en ripostant avec encore plus de force contre l'Ukraine, notamment avec des missiles balistiques, contre lesquels Kyiv a de plus en plus de mal à se défendre. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a désormais dépassé le cap des 1600 jours. La guerre a donc duré plus longtemps que l'ensemble de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, il n'y a toujours pas de fin en vue. Ce qui change cependant, c'est la manière dont les deux camps essaient de la gagner. Alors, vers où cette guerre se dirige-t-elle maintenant ? Plus de 1600 jours se sont écoulés. C'est plus long que toute la Première Guerre mondiale, et il n'y a toujours pas de fin en vue. Et les guerres de cette ampleur ne restent pas confinées au champ de bataille. Les instruments financiers proposés comportent des risques. Investissez de manière responsable. Cela fait plus de 2 mois que nous n'avons pas fait le point sur la campagne de frappe à longue portée. Depuis, la campagne n'a pas seulement maintenu son intensité, elle l'a augmentée et a élargi sa portée. Notre carte indique désormais environ 40 frappes majeures sur des raffineries, des terminaux, des stations de pompage et d'autres parties de l'infrastructure énergétique de la Russie. Et ce n'est même pas le tableau complet, car il y a également eu près de 30 attaques supplémentaires contre des installations logistiques civiles et des entrepôts Wildberries. Passons-les en revue dans l'ordre. À partir de la mi-juin, nous devons d'abord rappeler la frappe sur l'infrastructure portuaire à Novorossiysk et 2 attaques contre la raffinerie de Moscou à Kapotnia. Une installation d'une capacité d'environ 240 000 barils par jour qui approvisionne la région métropolitaine de Moscou. Selon S&P Global, la raffinerie a été contrainte de s'arrêter après les frappes et des pénuries de carburant ont commencé à se faire sentir même dans la capitale. Juillet, quant à lui, a apporté un barrage. Oufa, Saratov, Norsy, Inkstovo, Ilski, Sezran, Salavat, Apfitsky, Novokuibichevsk, Yaroslavl, Ryazan, Perm, Volgograd. Il y avait aussi les ports de Vyazma et Oustouga, ainsi que des stations de pompage et des infrastructures gazières. Le 6 juillet, des drones sont parvenus jusqu'à Omsk, frappant la plus grande raffinerie de Russie, capable de traiter plus de 400 000 barils par jour. Peu de temps après, Reuters a rapporté qu'il y avait des files d'attente dans les stations-service locales. Il y a un schéma récurrent évident. La plupart de ces noms apparaissent pour la 2e, 3e ou 4e fois. Saratov a été frappé le 1er juillet, de nouveau le 2 août, et encore une fois, le 10 août. Ryazan a été frappé à la fin juillet, puis de nouveau 3 jours plus tard. Le même schéma continue de se répéter. L'effet cumulatif est significatif. À la fin juillet, le Financial Times a rapporté que jusqu'à 45% de la capacité de raffinage de la Russie avait été mise hors service, décrivant la situation comme la crise du carburant la plus grave que cette économie basée sur le pétrole ait connue depuis l'effondrement de l'Union soviétique.
avec des restrictions de vente dans presque toutes les régions et de longues files d'attente dans les stations-service. Le journal a également noté que l'opération ukrainienne était soutenue par les services de renseignement américains et français. D'autres frappes en août n'ont fait qu'accentuer la pression. Taneko, au Tatarstan, a été touché, tout comme l'infrastructure pétrochimique de Tobolsk, et le 11 août, des drones ont atteint Orsk. La raffinerie a été complètement arrêtée, tandis que le gouverneur régional a reconnu que les réparations des infrastructures clés pourraient prendre jusqu'à 6 mois, car l'équipement nécessaire est importé et difficile à remplacer en raison des sanctions. Par la suite, seulement environ 80% des stations-service de la région sont restées opérationnelles. Le 13 août, l'Ukraine a également frappé Oujhorod sur l'oléoduc Droujba, suivi dans les jours suivants la reprise des attaques contre Volgograd et Sezran. La pression ne se concentre donc plus uniquement sur le raffinage, elle concerne l'ensemble du système, le traitement, le stockage, l'acheminement et les exportations. Les effets sont visibles au-delà des installations incendiées elles-mêmes. En juillet, les exportations maritimes de produits pétroliers de la Russie ont chuté d'un tiers par rapport à juin et de plus de moitié sur un an. En août, les pénuries de carburant sont revenues dans au moins 10 régions, tandis que la Russie, l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, a commencé à importer de l'essence depuis la Biélorussie, le Kazakhstan et même l'Inde. Une cargaison d'environ 68 000 tonnes d'essence provenant d'une raffinerie indienne est arrivée au port de Vitino. Bien sûr, rien de tout cela ne signifie que l'Ukraine a, entre guillemets, coupé la Russie du pétrole. Paradoxalement, lorsque les raffineries sont à l'arrêt, Moscou peut simplement exporter une partie du brut à la place. En juin, les exportations de brut russe par voie maritime ont en fait augmenté, tandis que les exportations de produits raffinés ont fortement chuté. Ainsi, la campagne touche d'abord le marché intérieur du carburant en Russie, les marges de raffinage et la logistique, mais pas nécessairement le budget fédéral immédiatement. Mais à partir de la mi-juillet, une toute nouvelle catégorie est également apparue sur la carte des cibles de l'Ukraine. Des entrepôts de Wildberries. La réponse de la Russie à Amazon, et la plus grande plateforme de commerce électronique du pays, est devenue une cible des frappes ukrainiennes pour la première fois le 18 juillet. La première salve a touché 2 énormes centres logistiques à Kotovsk et Elektrostal. 7 employés ont été tués lors de la première frappe et des dizaines ont été blessés. L'Ukraine affirme que ces centres servent, entre autres, à distribuer des composants de drones, de l'électronique et du matériel pour les troupes russes. Wildberries et le Kremlin démentent cela. Mais l'attaque du 18 juillet s'est avérée n'être que le début. 4 jours plus tard, des entrepôts brûlés à Krasnodar et Nevinnomorsk. Ensuite, ce fut au tour de Saint-Pétersbourg, de l'oblast de Leningrad et de Simferopol. À la fin du mois, Ryazan, Penza, Sarapul et Volgograd furent touchés. En août, des frappes ont suivi dans les régions de Samara, Vladimir, Tver, Toula, Voronej et Bashkortostan, ainsi qu'à Yekaterinbourg. Le 16 août, un incendie massif s'est déclaré à Kolodino, près de Moscou. Selon le média russe indépendant Agentstvo, cité par le Financial Times, il s'agissait déjà du 7e des 10 plus grands centres de Wildberries touchés cet été. Au 7 août, Reuters avait identifié au moins 20 installations qui avaient été attaquées. L'analyse d'images satellites suggérait qu'au moins 1,2 million de mètres carrés d'entrepôts avaient été endommagés ou détruits. Plus d'un cinquième de la capacité de stockage totale du réseau. Plus tard, les estimations russes ont porté ce chiffre à près de 30%. Pourquoi est-ce important ? En 2025, Wildberries a traité des marchandises d'une valeur d'environ 75 milliards de dollars, soit l'équivalent d'environ 3% du PIB de la Russie. Derrière la plateforme, il y a des centaines de milliers de vendeurs, de points de retrait et des entreprises locales entières. Reuters a décrit des entrepreneurs qui ont perdu près de la moitié de tout leur stock dans un seul incendie. L'assurance de l'entreprise ne couvre pas les attaques classées comme terrorisme ou sabotage, ce qui signifie que le coût se répercute sur les commerçants, les banques et finalement sur l'État. De plus, à partir du 22 août, des drones ukrainiens ont également commencé à cibler des centres logistiques appartenant à Ozon, le deuxième plus grand détaillant en ligne de Russie. En seulement 3 jours, 6 de ces centres ont été visés, tandis que les actions de l'entreprise ont brièvement chuté de près de 30%.
La réaction du Kremlin à ces développements est encore plus intéressante. Le 24 août, Vladimir Poutine a signé un décret permettant à l'État de prendre temporairement le contrôle des entreprises stratégiques jugées incapables de se protéger adéquatement contre les attaques ukrainiennes. C'est donc une autre version de la même stratégie utilisée contre leurs raffineries. L'Ukraine n'a pas besoin de détruire l'économie russe en un seul coup. Elle doit seulement faire en sorte que de plus en plus de ces secteurs fonctionnent moins bien, coûtent plus cher et opèrent sous une pression constante. Pression. Mais le bouclier de la Russie apprend et riposte. Pour être juste, une chose doit être claire. Toutes ces frappes ne se terminent pas par un incendie spectaculaire de raffinerie. À mesure que les capacités de l'Ukraine augmentent, la Russie adapte également ses défenses. Un bon exemple est l'attaque massive du 18 août. L'Ukraine a lancé près de 800 drones vers la Russie, la plupart visant Moscou et la région environnante. Cette fois, cependant, les résultats ont été maigres. Il y a eu quelques dégâts localisés, mais comparé à l'ampleur de l'attaque, le résultat a été médiocre. La Russie a construit un dispositif de défense multicouche autour de la capitale, et Kiev elle-même reconnaît que le Kremlin y déplace de plus en plus de moyens de défense aérienne. Le 18 juin, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir abattu 555 drones ukrainiens, bien que certains aient tout de même pénétré les défenses de Moscou et gravement endommagé la raffinerie de Kapotnia. 2 mois plus tard, malgré une salve encore plus importante, les résultats étaient bien plus limités. Un nombre croissant de commentateurs considèrent cela comme une erreur du commandement ukrainien. L'analyste français Clément Mollard, qui est globalement favorable à l'Ukraine, soutient que Kiev gaspille des centaines de drones dans une région défendue par au moins 200 systèmes de défense aérienne et des centaines d'équipes mobiles de tir supplémentaires. Il estime qu'alors qu'environ 10 à 20% des drones russes ont réussi à percer les défenses ukrainiennes, seuls environ 2 à 5% des drones ukrainiens visant la région de Moscou ont réellement atteint leur cible. Ainsi, la défense de la Russie contre la capacité de frappe à longue portée de l'Ukraine s'améliore localement, en particulier autour de Moscou. La Russie étudie les trajectoires, renforce les approches les plus menacées et est capable de neutraliser une grande partie des drones entrants. Plus l'Ukraine revient souvent sur les mêmes cibles de grande importance, comme Moscou, plus il devient difficile de les atteindre. Et la Russie ne reste certainement pas les bras croisés. Si l'on ne regarde pas les frappes spectaculaires individuelles, mais l'ampleur générale de la guerre aérienne, l'Ukraine subit toujours des bombardements bien plus intenses. Rien qu'entre le 30 juin et le 7 juillet, la Russie a lancé 1437 drones et 155 missiles, soit plus de 200 armes d'attaque aérienne par jour. Et ce n'était même pas une semaine exceptionnelle. Des salves impliquant des centaines de Shahed, Gerbera et autres drones sont devenus la norme russe. Leur objectif n'est pas seulement de causer des dégâts, mais aussi de surcharger systématiquement les défenses aériennes de l'Ukraine. Le problème encore plus important cependant, ce sont les missiles balistiques. L'Ukraine s'améliore dans la lutte contre les drones, en utilisant des équipes mobiles de tir, des mitrailleuses, des systèmes de défense aérienne légers et, plus récemment, ses propres drones intercepteurs. Mais face à un Iskander voyageant à plusieurs kilomètres par seconde, l'Ukraine n'a tout simplement aucune capacité nationale. Il ne reste donc que le système Patriot, et Kiev dispose désespérément de très peu de lanceurs, et surtout de missiles intercepteurs PAC-3. Zelensky a déclaré le 5 août que, cette année, les Alliés n'avaient fourni qu'un tiers de ce qu'ils avaient livré en 2025. Les Russes le savent parfaitement. En juillet, ils ont lancé 195 missiles balistiques, dont, selon les données ukrainiennes citées par Reuters, seulement 29 ont été interceptés. Plus de 80% ont pénétré les défenses. Le 8 août, 6 missiles ont été lancés et pas un seul n'a été abattu. Le problème est structurel. La production russe d'Iskander et de Kinzhal est estimée à environ 700 à 800 par an, tandis que la production totale occidentale d'intercepteurs n'arrive même pas à suivre ce rythme. Sans parler de leur volonté de les réaffecter à Kiev, surtout dans le contexte de la guerre avec l'Iran. En conséquence, la campagne de frappe russe change également de caractère. Les drones provoquent toujours le chaos, mais de plus en plus, ils ne constituent que la première vague, forçant l'Ukraine à activer ses radars et à engager ses défenses aériennes à courte portée.
avant que les Iskander et les Kinzhal n'arrivent derrière eux, visant les cibles les plus importantes. Et ces cibles ne sont pas choisies au hasard. La Russie se concentre de plus en plus sur l'industrie de la défense, les infrastructures énergétiques, la logistique et les ports. À Kiev, des installations liées à la production de drones, de missiles et d'électronique sont régulièrement frappées. En juillet, la Russie a mené une campagne presque ininterrompue contre Odessa, Tchornomorsk et d'autres ports de la mer Noire, essayant d'augmenter le coût et le risque des exportations ukrainiennes. Selon les autorités régionales, les ports étaient attaqués quotidiennement avec 50 à 60 drones et missiles. Le 19 juillet, le vraquier Golden Leo a été touché, tuant 10 de ses 17 membres d'équipage. Nous reviendrons plus tard sur les conséquences économiques de cette campagne. En même temps, la Russie a repris les frappes contre les installations de Naftogaz, posant clairement les bases d'une nouvelle campagne hivernale contre le système énergétique de l'Ukraine. La société affirme que ces installations ont déjà été attaquées environ 300 fois en 2026. Il y a aussi des cibles industrielles majeures. L'aciérie ArcelorMittal à Kryvyi, la plus grande du pays, a été gravement endommagée lors d'une frappe le 16 août. La Russie répond également aux attaques contre Wildberries en frappant des installations appartenant à Nova Pochta, Ukrpochta et ATB. L'impact de cette pression est également visible dans les chiffres des victimes civiles. Juillet 2026 a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis mai 2022. L'ONU a confirmé 437 personnes tuées et plus de 2600 blessés. Les armes à longue portée, les missiles et les drones étant responsables d'une part importante de ces victimes. C'était une augmentation de plus de 70% par rapport à juillet de l'année dernière. Et à cela s'ajoute l'utilisation incessante des soi-disant CAP, des bombes planant guidées larguées sur les villes proches du front. L'OSW note qu'à Zaporijjia, les alertes aériennes sont en vigueur environ 90% du temps et dans certaines parties de la région, pratiquement sans interruption. À la mi-août, Zelensky a déclaré que la Russie lançait environ 220 bombes planantes par jour. Cependant, dans cet échange, l'Ukraine répond non seulement par des frappes en profondeur à l'intérieur même de la Russie, mais depuis un certain temps déjà, elle plonge également systématiquement la Crimée dans l'obscurité, au sens propre du terme. Tout d'abord, l'Ukraine a commencé à cibler les approvisionnements en carburant, les raffineries dans le sud de la Russie, les camions-citernes, les dépôts, les routes et les points de passage menant à la Crimée. Fin mai, le rationnement de l'essence avait déjà été instauré sur la péninsule, et en juin, la situation était devenue si difficile que Sébastopol a temporairement suspendu la vente de carburant en particulier. 1 litre d'essence à 95 octanes coûte désormais environ 250 roubles, soit 3 à 4 fois plus qu'avant la campagne. Alors que les stations-service, comme l'a confié un chauffeur de taxi à l'AFP, ont cessé d'afficher les prix, je cite, pour ne pas bouleverser les gens, le 26 juin, les autorités d'occupation russes ont déclaré l'état d'urgence en Crimée et à Sébastopol. Officiellement, cette mesure visait à faciliter le versement des indemnisations, à invoquer les clauses de force majeure et à soutenir les entreprises touchées par les perturbations d'approvisionnement. Puis, il y a eu l'électricité. Au 15 juillet, Medusa avait géolocalisé des frappes sur au moins 42 sous-stations à travers la Crimée, allant de petites installations locales à d'importants nœuds de 330 kV. L'Ukraine a également déclaré avoir frappé le point de réception de l'électricité fournie par le pont énergétique Kouban-Crimée. La campagne a culminé dans la nuit du 13 au 14 juillet, lorsqu'un réseau de résistance souterrain, travaillant avec des unités ukrainiennes de frappe en profondeur, a attaqué la centrale électrique de Balaklava, près de Sébastopol. La frappe a endommagé la salle des turbines Siemens et les systèmes de refroidissement. Les évaluations ukrainiennes ont suggéré que si les pompes étaient également détruites, les réparations pourraient prendre entre 2 et 5 mois. Selon la source, Balaklava à elle seule représente entre un tiers et la moitié de la production d'énergie de la péninsule. Tandis qu'avec la centrale électrique de Tavria, près de Simferopol, elle fournit environ 90% de l'électricité produite localement en Crimée. L'effet est visible même depuis l'espace. Une analyse des images satellites par Medusa a révélé que le 1er juillet, l'éclairage nocturne sur toute la péninsule était inférieur de 83% à celui d'avril. The Bell,
en utilisant les données du marché russe de l'électricité, a calculé que pendant les 20 premiers jours de juillet, la consommation d'électricité en Crimée a chuté de 42% par rapport à l'année précédente. La production d'électricité des centrales en Crimée, à l'exception de Sébastopol, s'est effondrée de 83% sur la même période. La pression affecte également les transports. Le nombre de trains circulant entre la Russie et la péninsule a été réduit de moitié, tandis que ceux qui restent s'arrêtent désormais à la gare près du pont de Crimée, les passagers poursuivant leur trajet en bus. Le pont lui-même reste ouvert, mais les alertes et fermetures répétées provoquent d'énormes embouteillages. Le 26 juin, après une suspension du trafic pendant la nuit, environ 2800 voitures attendaient pour traverser, avec des retards allant jusqu'à 5 heures pour ceux qui tentaient de quitter la Crimée. Dans la direction opposée, presque personne ne voyageait ce jour-là. La route terrestre depuis Rostov n'est guère sûre non plus. Les forces ukrainiennes ciblent systématiquement les camions-citernes et les véhicules de transport là-bas, ce qui a valu à cette route le surnom de « route de la mort » parmi les conducteurs. La partie la plus ambitieuse de l'opération, cependant, se déroule en mer. Depuis début juillet, des drones ukrainiens ciblent systématiquement les pétroliers et autres navires transportant du carburant à travers la mer d'Azov. Reuters a confirmé qu'une douzaine de ces navires ont été attaqués rien que les 6 et 7 juillet. Robert Majerbrovdi, commandant des forces des systèmes d'armement ukrainiens, a déclaré que d'ici le 8 août, l'opération Molochka avait frappé 218 navires, 134 en mer d'Azov et 84 en mer Noire. Le nom de l'opération est lui-même un acronyme de la phrase « Moscou tombera par la Crimée ». Ce chiffre ne peut pas être vérifié de manière indépendante, mais toutes les données observées indiquent un effet réel. Le projet Okogora a enregistré une baisse du nombre de navires détectés en mer d'Azov, passant de 134 au début juillet à seulement 14 au début août, soit une baisse de 90% en un seul mois. Chaque itinéraire que la Russie tente d'utiliser comme substitut finit par devenir lui-même une cible. Mikhail Fedorov, alors qu'il était encore ministre de la Défense, a parlé, je cite, de transformer la Crimée en une île. Alors que Brovdi a décrit la campagne actuelle comme n'étant que la première phase d'une opération plus large visant à repousser les forces russes hors de la péninsule, le mois d'août a prouvé que ce n'est pas que de la rhétorique. Le 13 août, une frappe a plongé Sébastopol dans l'obscurité, après avoir touché la zone autour de la centrale électrique de Balaklava. Le terminal pétrolier de Féodosia est hors service. Le pont de Tchonkar a été endommagé. Des camions-citernes ont été touchés près d'Armaïsk, et les stations-service de Sébastopol se sont tout simplement retrouvées à sec. Ce n'est pas encore un blocus de la péninsule, mais, tout comme avec la campagne contre les raffineries, l'objectif est la dégradation plutôt que l'isolement complet. Mais la même logique fonctionne aussi dans le sens inverse. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la Russie a intensifié ses attaques contre Odessa, Tchornomorsk et la navigation commerciale. À la fin juillet, les constructeurs navals avaient temporairement cessé d'envoyer des navires vers les ports ukrainiens. Et en temps normal, environ 90% des exportations agricoles de l'Ukraine transitent par la mer Noire. La situation a atteint un point tel que, le 13 août, un jour après la frappe sur Novorossiysk, a forcé la Russie à suspendre les opérations dans les 3 terminaux. C'est l'Ukraine qui a proposé un arrêt mutuel des attaques contre les navires civils et les infrastructures portuaires en mer Noire. La raison est simple. En août, les exportations de céréales étaient inférieures de 76% par rapport à l'année précédente, tandis que les itinéraires alternatifs, le rail et les ports du Danube, n'ont tout simplement pas assez de capacité, selon Kiev, pour remplacer Odessa. Et qu'en est-il de l'économie ? Après tout, c'est ce que la campagne de frappe de l'Ukraine essaie finalement de briser. En bref, la Russie est encore loin de l'effondrement économique. Mais elle continue de glisser vers la stagflation et vers un retour au temps des troupes. Une période prolongée de stagnation et de désordre. La preuve la plus claire vient de la Banque de Russie elle-même. En juillet, elle a réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2026 à seulement 0 à 1%. En même temps, elle prévoit une inflation de 6 à 7%, alors que le taux directeur, malgré des baisses précédentes, reste toujours à 14%. Un niveau qui reflète sans doute plus fidèlement la véritable pression inflationniste du pays. En d'autres termes, la Russie connaît maintenant une stagnation
combiné à un coût de l'argent extrêmement élevé et à une relance budgétaire massive en temps de guerre. La pression sur le budget augmente également. Après les 7 premiers mois de l'année, le déficit fédéral a atteint environ 6,5 billions de roubles, soit 2,8% du PIB, soit presque le double du montant initialement prévu pour toute l'année. Et cela est particulièrement révélateur car la première moitié de l'année a été relativement clémente pour le Kremlin. La guerre dans le Golfe Persique a fait grimper les prix du pétrole. Et entre mars et juin, a rapporté à la Russie 1200 milliards de roubles supplémentaires, soit environ 0,5% du PIB. Même avec cette manne, les revenus des hydrocarbures pour le premier semestre de l'année restaient inférieurs à ceux de l'année précédente. Alors, est-il juste de dire que la Russie, je cite, manque d'argent ? Non, ce serait exagéré. Moscou continue de percevoir d'énormes revenus grâce aux exportations, peut augmenter les impôts et peut emprunter dans sa propre monnaie. La hausse des prix du pétrole a permis de couvrir une partie du déficit et pourrait donner au Kremlin plus de temps avant que l'économie ne commence à imposer des choix difficiles concernant la guerre. Cependant, en même temps, le coussin budgétaire facilement accessible est désormais bien plus réduit qu'il ne l'était au début de l'invasion. Au 1er juin, la part liquide du Fonds national de richesse s'élevait à 3 400 milliards de roubles, soit environ 1,5% du PIB. Avant l'invasion, ces actifs valaient plus de 4 fois autant. Et cette inquiétude n'est plus seulement limitée aux analyses occidentales. Le 16 août, le média russe indépendant The Bell, cité plus tard par le Financial Times, a rapporté le renvoi d'Andrei Klepar, qui avait passé 12 ans en tant qu'économiste en chef à la Banque de développement d'État, VEB, et qui avait auparavant occupé le poste de vice-ministre du développement économique. La raison ? Un discours prononcé le 21 mai au club Nikitsky, près de la bourse de Moscou, dont des extraits n'ont émergé qu'à la mi-août. Klepash a dit franchement, je cite, « Nous n'allons pas gagner cette guerre d'usure. Nous continuons à nous dire que tout là-bas va s'effondrer. Ce n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas. Pendant ce temps, nos coûts continuent d'augmenter. » Fin de citation. La Russie est en train de perdre, a-t-il ajouté, non seulement face à la Chine et aux États-Unis, mais dans un certain sens aussi face à l'Ukraine. Et même si l'économie elle-même ne s'effondrera pas, une crise sociale est presque inévitable. Plus important encore, il a explicitement identifié les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques et logistiques comme une source de cette pression supplémentaire. Il a été limogé le lendemain de la diffusion de ses propos dans les médias russes. Selon les sources du Bell, le chef de la VEB, Igor Chouvalov, a pris cette décision après avoir reçu un appel, je cite, « d'en haut ». Les exemples ne cessent de se multiplier, et le secteur des transports en offre une bonne illustration. Reuters a constaté que les prix du carburant ont récemment augmenté d'environ 16 à 18%, tandis que les tarifs du fret routier ont augmenté de 12 à 15% en juillet, et jusqu'à 50% sur certaines routes. Naboulina elle-même a reconnu que la hausse des coûts du carburant commençait à se répercuter sur les prix d'un large éventail de biens et de services, rendant plus difficile une baisse rapide des taux d'intérêt. C'est ainsi que la dimension économique de cette guerre doit être comprise. Il y a peu de raisons de s'attendre à un effondrement spectaculaire. Au lieu de cela, les fardeaux continuent de s'accumuler, un déficit plus important, un crédit plus coûteux, une marge de manœuvre budgétaire plus réduite, un coût de transport plus élevé et une part toujours croissante du travail et du capital détournée vers la guerre. Et l'Ukraine ? Sur le plan économique, elle est dans une position encore plus faible. Le FMI prévoit une croissance de seulement 1 à 2% cette année. Une dette d'environ % du PIB et un déficit hors don dépassant 1/5 de l'économie. La différence, c'est que l'Ukraine est soutenue financièrement par l'Occident. La Russie doit rester plus ou moins autosuffisante. Et chaque année supplémentaire de guerre rend cela plus difficile, tandis que ce sont finalement les citoyens ordinaires qui paient la facture. Le dernier élément de ce puzzle reste le front. D'une part, il est absolument crucial. D'autre part, il devient de plus en plus statique. Selon l'ISW, les forces russes n'ont gagné que 38 km² pendant tout le mois de juillet, une superficie inférieure à celle de Manhattan, soit une moyenne de 1,2 km² par jour.
Si l'on inclut les territoires qu'ils ont simplement infiltrés sans réellement les contrôler, le chiffre s'élève à 121 km². À titre de comparaison, en juillet 2025, ils ont capturé 456 km². L'offensive du printemps-été, lancée en mars, n'a jusqu'à présent produit aucune percée opérationnelle. Tandis que Deep State estime qu'au rythme actuel, la Russie n'a aucune chance réaliste de capturer l'ensemble de la région de Donetsk, ni en 2026, ni même en 2027. Kyiv, quant à elle, met en avant ses propres opérations offensives. Le 12 août, Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une opération menée depuis le début de l'année autour de la jonction des régions de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kupiansk et Zaporijia avait permis de reprendre un total de 745 km² et 26 localités. D'après des images géolocalisées, l'ISW estime la superficie récupérée à environ 627 km². Cependant, il est impossible de vérifier de manière concluante le bilan exact. Ce chiffre combine plusieurs mois de combat, une offensive plus importante en février et mars, et une poussée plus limitée de mai à juillet. Tandis que la ligne de contrôle reste floue dans une partie de la zone. Deep State affirme que l'Ukraine a repris 18 localités et a repoussé les forces russes de 6 autres. Rien de tout cela ne change le fait que l'Ukraine a obtenu de véritables succès, surtout pendant la deuxième phase des opérations, de mai à juillet. Les forces ukrainiennes ont effectivement repoussé les Russes sur certaines parties de l'axe d'Alexandrivka et ont amélioré leur position tactique. Qu'est-ce qui explique ces avancées ? En février, l'Ukraine a largement bénéficié du fait que la Russie ait soudainement perdu l'accès non autorisé à Starlink, ce qui a temporairement perturbé les communications, le commandement, le contrôle et les opérations de drones. Les forces ukrainiennes ont également exploité la dispersion des positions russes et les brèches créées par les tactiques d'infiltration précédentes. Mais la Russie s'est progressivement adaptée, et la première offensive ukrainienne a perdu de son élan en mars, sans atteindre tous ses objectifs. Par la suite, les opérations sont devenues plus limitées et méthodiques. Aujourd'hui, l'ISW souligne principalement l'avantage des drones de l'Ukraine, les contre-attaques locales et les frappes systématiques sur les arrières russes et la logistique comme les principaux facteurs ralentissant l'avancée russe. Cela ne veut pas dire que la Russie a cessé d'attaquer. Le secteur le plus dangereux pour l'Ukraine s'étend maintenant sur un large arc allant de Dobropolia en passant par Droujkivka jusqu'à Konstantinivka. Plutôt que de chercher une percée spectaculaire, les forces russes essaient de contourner progressivement la ceinture de villes fortifiées de l'Ukraine par le sud et l'ouest, couper sa logistique et créer les conditions pour exercer une pression supplémentaire sur Kramatorsk et Suvorovsk. L'ISW identifie l'axe Pokrovsk-Dobropilia comme une priorité russe précisément parce qu'il offre une route contournant cette ceinture défensive par le sud-ouest. Konstantinivka reste l'un des éléments clés de l'ensemble de ce système défensif. Ici aussi, les combats sont très différents d'un assaut conventionnel contre une ville. Depuis des mois, les troupes russes s'infiltrent en petits groupes, occupant des bâtiments et des caves isolés, essayant de consolider une position après l'autre, tout en attaquant la logistique ukrainienne avec des drones et des bombes planantes. Certains groupes russes occupaient déjà des positions à l'intérieur de la ville, mais la Russie ne contrôle toujours pas entièrement Konstantinivka, malgré l'annonce officielle de sa prise dès le 3 juillet. En août, les forces ukrainiennes continuaient de contre-attaquer et d'éliminer les infiltrés russes, aussi bien à l'intérieur de la ville que sur ses approches nord. En conséquence, la Russie conserve toujours l'initiative sur une grande partie du front et continue d'attaquer, mais il lui devient de plus en plus difficile de transformer cet avantage en une percée durable. L'équilibre territorial exact pour 2026 dépend de la méthodologie utilisée. L'ISW estime que la Russie affiche un solde de moins de 234 km², tandis que d'autres estimations suggèrent quelque chose de plus proche de la parité ou un petit gain net pour le Kremlin. Beaucoup dépend de la façon dont les zones pénétrées par de petits groupes russes sont comptabilisées, comme capturées, infiltrées ou simplement considérées comme faisant partie de la zone grise. Quelle que soit la méthodologie cependant, l'ampleur des avancées russes reste limitée par rapport à l'année précédente. L'ISW estime que l'offensive actuelle du printemps-été n'a jusqu'à présent produit aucun succès opérationnel significatif. L'Ukraine, de son côté, est incapable de lancer une contre-offensive majeure de l'ampleur de celle de 2022. Elle peut reprendre du territoire localement et exploiter les faiblesses des positions russes.
Mais comme l'ont montré les différends concernant les opérations de levée de drapeau sur l'axe Alexandrovka, ses propres succès nécessitent également une distinction soigneuse entre le contrôle durable, les raids et la zone grise. Le chiffre le plus révélateur, cependant, est le coût de l'avancée russe. Selon l'état-major général ukrainien, la Russie a subi environ 43 000 pertes en personnel en juillet. L'ISW a comparé ce chiffre avec les gains territoriaux. Il avait confirmé de manière indépendante et était arrivé à un chiffre stupéfiant de 1132 pertes russes pour chaque kilomètre carré effectivement conquis. Ce calcul est basé sur les estimations ukrainiennes des pertes, il doit donc être pris avec prudence. Mais même l'ISW lui-même a qualifié ce chiffre de stupéfiant. Donc, le front n'est pas complètement figé. Les forces russes cherchent encore de nouveaux points faibles, infiltrent les positions ukrainiennes et préparent d'autres opérations locales. Mais après 4 ans et demi de guerre, le mot offensive signifie de plus en plus des milliers d'hommes et des dizaines de milliers de drones, dépensés simplement pour déplacer la ligne sur la carte de quelques kilomètres. Le front a ralenti, mais la guerre elle-même n'a pas ralenti. Tout comme pendant la Première Guerre mondiale, le conflit porte de moins en moins sur la réalisation d'une percée décisive, et de plus en plus sur la capacité des États à absorber les pertes au fil du temps, maintenir la production et la logistique, et continuer à financer l'effort de guerre. Après plus de 1600 jours. La question centrale est donc de moins en moins de savoir qui déplacera la ligne de front en premier, et de plus en plus, quel système cède en premier sous la pression d'une guerre d'usure.